Bonsoir à tous. Je posais une petite question avant de commencer. Est-ce que quelqu'un connaît déjà le sujet ou le mot-clé tree checking dans la salle? Ok. Bien. Est-ce qu'il y en a certains qui codent avec des modules ES6 dans leur projet? Ok, donc on va parler un peu à tout le monde de ce qu'on va voir aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Vincent Boulinski, je suis architecte logiciel chez S2I West, plus sur la partie front. Et puis vous pouvez me suivre sur Twitter ou GitHub avec ce pseudo-là. On va parler optimisation de code aujourd'hui, puis plus en détail optimisation au niveau d'un terme qui est apparu depuis quelques mois dans la communauté, là, le fameux tree checking. On va comparer ça en premier lieu avec l'élimination de code mort, qui est connue pour pas mal de monde, qui était utilisée indirectement dans des produits comme Logify, JS par exemple. On verra après en détail un peu les outils qu'on a à disposition pour faire ce fameux tree checking là. Et on fera deux petites démos assez simples. Une première sur du code vraiment très léger pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Et après on fera une démo un peu plus compliquée, ou en tout cas avec une librairie de la communauté qui s'appelle Lodash, qui est réécrite en ES6. Alors, pour commencer, le contexte. Vous savez tous que dans le web, ça va de plus en plus vite, que certes, on a des bandes passantes qui est de plus en plus importante, des connexions qui sont de plus en plus rapides, mais par exemple, sur la 4G ou même en 3G, etc., ça peut être problématique d'avoir des sites qui sont lents. Et chaque seconde compte, notamment quand on est dans le domaine du e-commerce. Là, par exemple, si vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires par jour sur votre site et que vous avez un petit délai de 1 seconde sur l'affichage de votre page, bah, vous avez potentiellement une perte de visiteurs, donc une perte de clients et donc une perte de chiffre d'affaires. Et vous pouvez, en extrapolant, on peut aller à des pertes assez astronomiques de 2,5 millions d'euros, par exemple, sur l'année. Donc c'est un élément assez important. Donc je vous renvoie vers la source là, de l'étude qui a été faite, si vous voulez voir un peu plus en détail ces chiffres-là, mais c'est pour donner le contexte un peu plus global de notre responsabilité en tant que développeur de livrer des sites ou des apps qui sont le plus légers possible. Deuxième focus, c'est plus au niveau technique. Donc ça, c'est un schéma qui a été tiré d'une slide là, de Wassim Chegam sur le Angular Universal. C'est le fameux web app gap, donc le temps d'attente que l'utilisateur a entre l'affichage, en tout cas la réponse du serveur avec la page, avec tous les assets, etc. Et le fait que le browser va le télécharger, il va initialiser le client JavaScript et il va faire son traitement sur les datas, s'initialiser, et après le paint, le premier paint peut arriver au bout de 3 voire 7 secondes. Et pendant ces 3 à 7 secondes-là, toutes les 7 secondes, vous pouvez potentiellement perdre un utilisateur assez important. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de réduire ce temps-là. Donc, les solutions que vous avez à disposition, c'est soit faire du rendu côté serveur, comme le fait Angular Universal ou les d'autres frameworks le proposent aussi. Faire du lazy loading éventuellement d'écran, bootstrapper votre appli avec l'écran de démarrage, donc avoir une appli super légère et puis après lazy loader tous les autres écrans à la volée. Et vous pouvez sinon diminuer le poids de vos assets. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'embarquer vraiment le code dont vous avez besoin. Au niveau de ce qu'on va voir là, tree checking, ça intervient au niveau du process de build que vous connaissez à peu près tous. Je fais juste un petit rappel pour vous présenter un peu dans quelle partie ça intervient. Bon, généralement, on part avec des fichiers JavaScript dans votre projet, que ce soit du code de votre application ou des frameworks, des librairies externes, qu'on va logiquement donc concaténer ensemble pour les builder et arriver donc sur un seul fichier JavaScript, ou éventuellement deux, un pour vos sources et un pour la partie vendor. Et ensuite, généralement, on envoie ça dans un outil, généralement Logify.js, des choses genre là, pour faire la minification, donc enlever tous les espaces, renommer des variables, etc., essayer d'aplatir un peu tout ça. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et pendant cette phase-là, le premier processus qui intervient, généralement, c'est l'élimination de code mort, on verra un peu en détail tout à l'heure. Et donc le fameux tree checking, lui, pourrait intervenir plutôt dans la phase d'avant. La phase de concaténation, on pourrait dire, d'abord on concatène, on fait le tree checking, et ensuite on repasse dans la phase de modification. Donc voilà, vous voyez bien un peu qui intervient où. Et après, bien entendu, on se retrouve avec un fichier JavaScript optimisé. Alors, au niveau de la théorie, entre l'élimination de code mort et le tree checking,
Donc ces deux termes, on pourrait dire que c'est à peu près la même chose, mais finalement on va voir que le fonctionnement est pas le même. L'élimination de code mort, donc, comme on l'a vu dans le schéma avant, on part d'un ensemble de lignes de code, qui est donc un fichier JavaScript concaténé, et on essaye d'enlever ce qu'on peut. Donc en gros, dans le processus, l'outil va remonter le code et va essayer de voir ce qu'il peut éliminer ou pas. Donc là on a un petit exemple tout bête qui ne sert à rien, qui n'est pas très fonctionnel pour autant, mais on voit qu'il y a deux returns, et bien logiquement il va détecter, même si ça n'arrivera. Il va détecter en tout cas que le deuxième return ne sera jamais atteint, et du coup il va enlever ces deux lignes-là dans le bit final. Donc lui, il essaye d'éliminer le code qui est non atteignable, mais il essaie d'avoir une compréhension de l'application aussi, ou en tout cas du code, l'enchaînement des choses, les appels, etc. Avec le parcours de l'arbre, de l'AST, etc. Mais voilà, il intervient sur un gros fichier final qui peut être assez conséquent derrière. Le tree checking, lui, il part du sens inverse. En gros, il dit je pars d'une boîte vide et je vais rajouter dans cette boîte ce dont vraiment j'ai besoin, ce dont vraiment le code vivant de l'application. C'est comme si, en gros, l'analogie, vous faisiez un gâteau au chocolat, en gros, l'élimination de code mort, on met tout dans le saladier, on chauffe et puis après on va enlever les petits bouts d'œufs qu'il y a en trop, etc. Donc vous allez avoir moins de gâteau à manger que si on enlève les coquilles avant, les œufs, et puis après on cuit tout, et puis comme on fait d'habitude. Donc là, le tree checking, c'est un peu ça. On va enlever d'abord ce qu'on n'a pas besoin, et on va prendre ce que vraiment est utile pour l'application. Et donc lui, il descend le code par rapport à l'élimination de code mort qui va le remonter. Mais du coup, on va se demander comment il fait ça. Lui, il a besoin de créer un graphe de dépendance pour essayer de voir un peu les enchaînements, comment ça se passe au niveau on va voir après des modules ou des fichiers ou des fonctions de manière globale. Et bien entendu, il se base sur les modules ES6. Donc c'est un des premiers prérequis, c'est que si votre code, ou en tout cas les librairies, éventuellement on verra après dans une démo, que vous utilisez ne sont pas écrites avec cette philosophie-là, le tree checking ne servira à rien, en tout cas il ne fonctionnera pas du tout. Et au niveau de l'exemple, après, au niveau de l'utilisation, lui comment il fait? Il va analyser les modules ES6 non utilisés. Donc là par exemple, il va détecter au niveau de son arbre qu'il y a un module D et un module C qui sont liés entre eux. Et puis il y a un autre module A et B à côté. Le module A est le module le plus important dans l'arbre. Et puis il détecte que le C n'est pas utilisé, en tout cas le paquet C, D, etc. n'est pas utilisé. Du coup, logiquement, je ne vais pas le prendre. Donc il va éliminer ce code-là. Au niveau, après si on focus un peu sur le module qu'on avait avant le module B, il va ensuite rentrer là-dedans, il va essayer de voir qu'est-ce qui est au niveau des exports, qu'est-ce qui est utilisé derrière, parce que le module B il exporte 3 fonctions là, puis finalement il n'y a que la première qui est utilisée. Donc là c'est pareil, les deux autres on les enlève. Donc petit à petit il va rentrer dans le code et il va essayer de vraiment prendre ce qu'il a besoin derrière. Donc on pourrait se dire, est-ce que ça ne revient pas au même au final au niveau optimisation? Pas vraiment, parce qu'en gros, l'inclusion de code vivant est logiquement meilleure. On voit bien qu'avec l'analogie du gâteau, c'est quand même meilleur. Mais bien entendu, il y a une contrainte, c'est qu'il faut penser module de bout en bout, de part dans votre code à vous, et puis éventuellement dans les librairies que vous allez utiliser derrière. Et vous intégrez des librairies qui sont buildées en mode UMD ou CommonJS, etc. Ça ne va pas marcher. Et on le verra après, il faut penser à ça aussi au niveau de l'écriture du code derrière. Au niveau des limites, donc bien entendu ça fonctionne que avec des modules ES6, d'une part l'analyse du code qui est faite par les outils et de la structure un peu statique, et bien entendu de temps en temps ça peut ne pas marcher du tout, ça peut coincer, on le verra après sur les démos. Réaliser de l'analyse de code statique sur un langage dynamique c'est quand même assez compliqué. Si les librairies, là qu'on va voir après, les deux outils, ils arrivent à détecter qu'il y a un changement d'état ou il y a un réexport d'un import, etc., des choses un peu tordues et qu'il a le moindre doute, l'outil s'arrête et en gros il fait rien, il vous renvoie tout le code, tout le papier. Donc ça, voilà, c'est à connaître et c'est pas étonnant que c'est même bien que ça n'aille pas vous dégommer votre code de manière brutale non plus. Donc voilà un peu pour la théorie. Maintenant,
qu'est-ce qu'on a à disposition pour faire le tree checking? On a deux outils. On a Rollup.js, qui est un petit nouveau qui existe depuis l'année dernière, et Webpack dans sa version 2. Alors avant de parler en détail de ces deux outils-là, un petit focus rapide sur le coût d'utiliser ces packagers de modules, que ce soit Webpack, Browserify ou tous les consorts. Voilà, j'ai mis deux petites citations pour voilà, bien se rendre compte qu'il faut avoir conscience que quand on utilise ces packagers-là, c'est super pratique, ça vous bundle tout, ça vous met du CSS dans le JavaScript, etc. Mais ça a un coût, notamment sur le temps de chargement et éventuellement le démarrage, le temps de démarrage de vos applications front. Par exemple, là c'est un extrait, un article d'une étude qui a été faite par Nolan Lawson sur, justement, il s'est demandé qu'est-ce que ça coûte de modulariser de manière extrême un projet et d'exposer, bon là il a fait des tests avec 10, 20, 100 et 1000 modules, et quel coût ça a, quel impact ça a sur le runtime final. Et ben, on se rend compte qu'avec les quelques outils là qu'il a utilisés, on voit par exemple que Browserify, il implique 200 voire 300 millisecondes de load time en plus après le temps de runtime qui est non négligeable. Et la citation qui a été dite avant, là, c'est il a analysé les perfs, il dit voilà, je passe déjà 400 millisecondes sur le démarrage de mon application, ne serait-ce qu'à parcourir l'arbre qui a été créé au niveau des modules par Browserify. Donc ça, c'est quand même 400 millisecondes qui sont perdues pour l'application, pour l'utilisateur, etc. derrière. Donc Webpack, et on voit que Webpack et Rollup s'en sortent beaucoup mieux que Webpack, mais bon, voilà, ayez conscience de ça quand vous allez faire du build de vos projets, et essayer d'embarquer sur pareil. Il faut essayer d'embarquer le minimum à chaque fois. Alors Webpack, donc là ils sont en bêta sur la version 2 depuis pas mal de mois, et donc c'est un outil pour ceux, je pense, qui ne connaissent pas Webpack dans la salle. Voilà, la réponse est toute faite. Donc c'est un outil qui existe depuis, pour situer un peu dans la partie historique, qui existe depuis mars 2012, donc qui est à l'échelle du web et du développement front, on pourrait dire une éternité, qui expose des stats au niveau d'utilisation dans les projets, voilà, 2,5 millions de downloads. Au niveau du tree checking, l'option, ou en tout cas la feature, est toujours en bêta. L'issue elle est là, et c'est toujours pas corrigé, c'est assez, mais en même temps, on va le voir, c'est assez tordu à garantir que ça va fonctionner tout le temps. Mais en tout cas, c'est pour certains, moi je l'ai fait pour certains démos, on va le voir après, ça fonctionne pas. Et voilà, ils sont encore en train d'essayer d'améliorer les choses. Et j'ai pas de vision, je sais pas quand est-ce qu'ils ont prévu. Je sais que Webpack est passé en mode, je sais pas, en sponsoring, là, je sais plus, ils ont lancé un mode, vous pouvez sponsoriser un peu, les aider financièrement derrière. Et ils ont peut-être prévu de sortir une nouvelle version, de stabiliser la version. Je sais que le site est à jour, là, je suis allé voir hier ou avant-hier, il a bien avancé. Bon, en tout cas, ils avancent, et au niveau tree checking, c'est encore dans la roadmap sur GitHub. Lui, au niveau du fonctionnement, comment il fonctionne Webpack? Lui, il fonctionne de deux manières, en tout cas en deux parties. Vous pouvez d'abord le lancer de manière simple. Il va vous annoter votre code. Donc là, un petit exemple, il a détecté que la variable bar n'est pas utilisée dans le code après derrière, donc il va faire une petite ligne au-dessus, une petite ligne de commentaire, en précisant voilà, l'export bar n'est pas utilisé. Et donc après, si vous le lancez en mode optimisé, donc en gros le minifier qui est intégré dans l'outil, il va faire cette phase-là d'enlever ces lignes-là qui sont en trop, et l'optimisation habituelle, l'humidification. Le petit concurrent s'appelle Rollup.js, qui a été créé par un développeur et journaliste interactif du Guardian à Londres, qui est créé donc, depuis l'année dernière, donc, qui est tout jeune, qui lui est vraiment basé, la philosophie c'est, moi je fais que de l'ES6, je supporte pratiquement que ça, et qui est, le tree checking c'est un des arguments numéro 1 sur le site, dans la bannière, voilà, vous ne pouvez pas le louper quand vous ouvrez le site. Il fonctionne pas trop mal. Alors certes il est tout jeune, mais comme Webpack il a un système de plugins, vous pouvez rajouter du build, de la compilation TypeScript, vous pouvez faire du transpilage Babel, etc. Et tout un tas d'autres choses.
Le site est vachement bien parce que vous avez une phase interactive, vous pouvez copier-coller du code ES6 et tester en live. Alors ils ont des exemples pour voir un peu les fichiers en sortie, l'optimisation qui est faite, ou vous pouvez même copier-coller votre propre code si vous voulez. Donc lui il est assez jeune mais il fonctionne pas trop mal. Pareil, il y a sur certains trucs, moi j'ai fait des tests, ça marche pas non plus. Donc on peut pas dire Webpack ils sont en bêta, mais lui c'est pareil. Il y a des choses où il coince aussi. Alors lui comment il fonctionne, c'est tout simple, on le lance et il nettoie tout direct. On n'a pas moyen d'avoir un entre-deux, de savoir qu'est-ce qu'il va enlever ou va pas enlever. On le lance et il dégomme tout derrière. Donc on va le voir dans la démo, il n'y a pas d'entre-deux, il faut aller vérifier un peu à l'avance qu'est-ce qui a été enlevé ou pas. Il n'y a pas de mode annotation comme le fait Webpack derrière. Et bon, on va passer aux petites démos là pour voir un peu en live maintenant qu'est-ce que ça donne sur un projet. Donc là, on va commencer par une démo toute simple avec quelques fichiers, puis on verra après la version un peu plus compliquée. Alors, je suis où on va prendre. Attends. Alors, au niveau du projet, sur la version simple, donc là, on a un petit projet avec 5 fichiers JavaScript, donc on a un fichier main, avec un import de deux objets et une fonction d'une librairie d'un fichier externe, qui donc exporte lui mes deux objets et ma fonction. Exemple vraiment tout simple. Après, on a un import global avec un aliasing de librairie utilitaire avec deux fonctions mathématiques toutes bêtes et une constante. Et après, on a un import d'une classe JavaScript, l'import d'un petit module JavaScript vraiment pur, vraiment tout simple avec un objet. Hein. Et après, on va juste utiliser certaines parties de nos imports dans le code derrière. Donc là, j'ai fait des console.log, et là, ça peut être par exemple d'instancier une classe, faire une instance, etc. L'idée, c'est bien certaines parties de les utiliser et d'autres de ne pas les utiliser. Donc là, on voit que le bar object n'a pas été utilisé, le foo non plus. Et dans la partie utilitaire, on n'utilise que la constante au final. Et le module, on utilise en entier, la classe aussi. Donc on va voir ce que ça donne après au niveau de la classe de build. Alors, les petits outils. Donc là, du coup, au niveau de la phase de... On va d'abord lancer Rollup. Donc normalement, il y a deux scripts derrière. Si j'ai rien cassé. Donc là, il se lance. Alors il y a des plugins pour rajouter. Là, c'est un plugin pour vous dire voilà, le fichier final, il va faire tant de poids, etc. Mais sinon, il vous sort rien. Après, Webpack, je sais qu'il a moyen de faire un peu plus de load que ça, mais on se retrouve avec un fichier au final qui fait donc pratiquement 1 kg, même pas. Et niveau du build derrière, donc il a wrappé avec un export UMD, mais vous pouvez éventuellement le débrancher et rester sur le pur S6 si vous voulez. J'ai pas fait pour la démo du transpilage Babel, etc. On reste sur du code S6 derrière. C'était vraiment pour la démo, et on voit qu'au final, dans l'export, il nous a pris sur la partie, le premier import, il nous a bien pris que le full object. Au niveau de la librairie math, il nous a bien pris que SQRT. La classe donc, est là en entier, les deux classes, le log, et puis après l'utilisation qui est faite derrière. Et donc on voit que le boulot a été fait correctement, il a bien dégommé ce qu'il y avait à dégommer derrière. Et si on va voir maintenant Webpack, donc lui, on peut lui mettre un peu plus d'options. Et lui, déjà, ce qui est assez sympa, c'est que du coup, il va vous dire, sur tous les petits modules que j'ai détectés, là, il y en a certains, tous les exports sont utilisés. Celui-là, il n'y a que SQRT qui est utilisé derrière. Donc là, d'ailleurs, ça vous peut donner une indication sur qu'est-ce qu'il va dégommer ou pas. C'est assez pratique. Et sur l'export, donc lui, logiquement, c'est Webpack, il y a un peu plus de code. Après le wrapper, on voit qu'il a intégré donc du coup
la classe. Au niveau de l'export, bah là, au niveau de l'export de la librairie mathématique, donc là on voit que lui il a préparé le boulot en disant, comme on disait tout à l'heure, bah, il y a ces deux exports là qui sont pas utilisés, donc il les a bien commentés en disant ceux-là je vais les dégommer. Et pareil sur la partie les paquets d'objets et fonctions, on voit que le par object et le faux object sont bien commentés comme à dégager derrière. Et si on le lance en version build, il va bien faire le boulot derrière. Donc là, on va essayer de lancer. Voilà. Et on se retrouve avec un fichier donc minifié. Si je dis minifier le bordel là, essayer de les retrouver un peu dans le. Qu'est-ce qu'on. Voilà. Alors on va essayer d'aller retrouver le square là, mais en gros, s'il y a encore les commentaires là, mais donc on voit que Matt utilise, voilà, il a bien gardé que le SQRT, le module est encore là. Alors là, il y a certains trucs qu'il n'a pas encore totalement dégommé, c'est qu'il a quand même gardé il y a certains trucs qui coincent, c'est que là, il a quand même gardé le deuxième objet, non, le premier aussi. Je suis dans ces barres qui dégagent. En vrai, il y a encore des trucs qui traînent. Il y a des trucs il avait préparé le boulot, mais finalement il n'a pas fait. Donc voilà, c'est le premier résultat qui peut être un peu perturbant. Mais bon, là on voit que, en tout cas, les deux outils font globalement, ça dépend des projets, des sources, mais ça fait le boulot. Déjà, sont 5 fichiers assez simples, ça fait pas bien le boulot. Et on va voir maintenant sur un exemple un peu plus compliqué. En gros, en gros, on a toujours un fichier d'entrée main.js et en gros, je vais utiliser la librairie Lodash, qui tout le monde la connaît, qui a été réécrite, ou en tout cas c'est une version exportée au moment du build chez eux, parce qu'en gros ils réexportent quand même la librairie en mode UND, ou en tout cas utilisable avec Bower ou NPM de manière standard. Et il y a quand même un export et un package sur NPM qui est un dérivé, qui est un build, on va dire, spécifique ES6, qui s'appelle Lodash ES. En gros, on se retrouve avec les sources vraiment au niveau modulaire ES6. Allez voir 2 secondes. Et donc, qui est assez pratique justement pour utiliser Lodash dans un mode. Alors, non, pas celui-là. Et on voit, donc là, il y a tous les aliasing, les fonctions internes, et après, normalement, je vais aller faire un pointeur sur le package.json, si je le trouve. Il est là. On voit qu'au niveau de l'export, le make.js, du coup, il pointe vers lodash.js. En fait, il ne pointe pas vers la version éventuellement build / lodash, etc. Et du coup, si on va ouvrir cette fonction lodash là, bah en fait, il va juste, c'est un gros fichier où il va juste réexporter tout ce qui était centralisé dans tous les modules derrière. Et donc ça permet en ES6 d'aller taper juste sur ce qu'on a besoin et pas d'en marquer tout derrière. J'ai fait des tests hier soir sur une autre lib qui est... Non, je ne sais pas dans le projet. Par exemple, Moment.js qui a été réécrite en ES6, mais finalement, eux, quand ils réexportent, ils rewrap tous les API de Moment dans un seul objet, donc ça ne tire pas tellement parti de la notion de module ES6. Il y a D3.js aussi qui a été réécrite en ES6, et là, en module ES6, il y a moyen de faire... en tout cas, il y a moyen de tirer parti de ce fonctionnement-là et d'aller vraiment intégrer ce que vous avez besoin, et vraiment les API dont vous avez besoin. Sauf que le treaching ne marche pas derrière, je ne vais pas creuser plus, mais ça ne marche pas non plus. Mais en tout cas, la promesse qui est de dire, au lieu de faire un import étoile from Lodash et de récupérer tout Lodash, et d'aller plutôt aller taper vraiment les API dont vous avez besoin, là c'est vraiment possible avec ces réécritures-là. Et au niveau tree checking, l'utilisation c'est de dire du coup, je vais utiliser la fonction de templating de Lodash là, et je vais importer une fonction mathématique qui est disponible dans la librairie. Et au final, je vais juste taper sur ces deux API là, dans les namespaces qui vont bien, et après je les utilise, donc là je crée un constant qui va porter ma fonction de templating, et puis je fais un petit test de compilation derrière. Et au niveau
donc là, au niveau tree checking, il devra détecter que add n'est pas utilisé, en tout cas qu'il n'est pas, il ne faut pas qu'il la ramène derrière dans la phase finale. Et donc là, si on lance déjà rollup, il va refaire pareil, il va refaire son build et il va vous dire que bon, voilà, le fichier fait 52 kg derrière. Et en gros, avant ça, je vais aller faire le petit. Je vais reprendre le dash. Je vais prendre le. On va juste prendre la fonction. Celle-là, c'est la fonction interne qui est utilisée par le petit module add pour vérifier que ce qu'on a en sortie, il n'est pas présent du tout. Juste pour le test. Et donc on voit que là, sur l'export, il y a beaucoup plus de code, ce qui est logique, il y a toute la partie templating derrière, et indirectement tout ce qui était dans l'arbre de ce module-là, qui était importé par la partie templating. Et on voit qu'au niveau de l'opération math, il y a bien, la fonction n'est pas présente du tout. Donc ça, c'est un premier enseignement. Et du coup, pour Webpack, on va refaire la même chose, et normalement, on va retomber sur les mêmes annotations. Et en gros, là c'est pareil, donc il y a un paquet de code derrière, et si on fait, donc là, sur le loadage, il est bien présent, et normalement, je ne sais plus où il est derrière. Ouais, voilà, le News Harmony Export, donc là il pointe sur la partie default, mais il dit que normalement celui-là, je ne suis pas censé l'intégrer, parce que... donc là, pareil, on va le lancer, et ça va commencer aussi. Je ne vais pas plus dans les détails, parce que j'ai beaucoup de temps. Mais en gros, sur ce que je disais tout à l'heure dans la partie théorique, c'est qu'il y a certains projets où ça va coincer et d'autres où ça va passer. Donc c'est toujours pareil, c'est un peu expérimental. Et là, le tree checking, ça va être l'avantage par rapport à ce code-là qu'on serait tenté de faire, c'est d'aller de manière un peu bourrin et de faire un import étoile et d'utiliser les pointeurs, le dash pour un template, etc. derrière. Là, en gros, vous embarquez 100% de la lib et vous utilisez que 2% derrière. Donc c'est quand même dommage d'embarquer en prod 90% de code que vous n'avez pas utilisé. Et du coup, en utilisant cette syntaxe-là, puis en tirant parti du tree checking quand ça fonctionne, bah voilà, on se retrouve avec une application qui est un peu plus optimisée derrière. Je finis avec quelques slides. Du coup, le bilan au niveau chiffres, donc là j'ai fait que avec Rollup parce qu'au niveau Webpack c'est coincé sur certains trucs. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros on voit que sans le tree checking, si on avait embarqué toute la librairie, donc import étoile de Lodash, même qu'on utilisait autrement que 2%, on se tape quand même 490 kg de code en plus. Donc minifié, on tombe à 60. Et avec le tree checking, sur les pourcents, en tout cas le code que j'ai vraiment emporté, le templating, etc., on tombe à 54 kg et au niveau minifié, on tombe encore plus bas. Donc on voit que le gain est quand même pas négligeable, parce que du coup, voilà, on diminue un grand paquet de code derrière. Au niveau conclusion, le bilan c'est que Webpack, donc c'est encore en cours de travail. On a vu qu'il est un peu plus lourd sur la partie poids de fichier final, donc c'est avec son fonctionnement derrière, ses annotations, son gestionnaire de modules, et a priori ils sont en train de travailler dessus aussi. Rollup, lui, il y a un peu de son rendez-vous sur la taille de sortie, on l'a vu derrière. Après, sur pareil, il y a certaines fois où Webpack va pas marcher, Rollup va marcher, et indirectement, des fois, les deux vont pas mal. Là, on a vu que Rollup marchait bien et pas Webpack. Moi, les tests avec D3 que j'ai fait hier soir, les deux marchaient pas. Donc, voilà. Ça dépend un peu des appels qui sont faits derrière dans les librairies sur la partie exécution de modules. Et puis, c'est toujours pareil, c'est des outils, que ce soit le tree checking ou l'élimination de cohorts, les stratégies ne sont pas les mêmes, mais en tous les cas, c'est qu'une étape parmi tout le processus de build que vous avez l'habitude de faire avec tout votre outillage. J'ai mis dans les slides après des ressources pour aller voir, si vous voulez, un peu de littérature sur Rollup, donc des articles, des démos, des exemples, des tutoriaux. Pareil pour Webpack 2. Sur la partie tree checking, on va dire de manière générale, et de l'élimination de code mort, là il y a 3 pointeurs sur des articles assez intéressants. Pour un projet open source que j'ai lancé il y a quelques semaines qui s'appelle Compodoc, un générateur de documentation pour les projets Angular 2. Donc si vous voulez générer de manière un peu automatique pour vos projets Angular 2, vos applis, une
doc avec tous vos modules, vos composants, etc. derrière. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Et puis, c'est tout. Voilà. Merci à vous.